Bonjour tout le monde, on va voir ensemble le diabète sucré chez l'enfant et d'abord on va commencer par la partie numéro 1, c'est le diabète de type 1 du diagnostic aux complications. Le plan, j'imagine que vous vous êtes habitué, on introduit la question, la classification du diabète, l'éthiopathogénie de cette maladie, comment on fait le diagnostic positif du diabète type 1 chez l'enfant, quelles sont les différentes situations où on doit penser à un différentiel, les complications aiguës, à savoir la cétose diabétique et la cétoacidose diabétique, les complications dégénératives à long terme, à savoir l'atteinte oculaire, l'atteinte rénale et l'atteinte neurologique. Le diabète vient du grec ancien diabaino, qui signifie passer au travers. Le diabète sucré, c'est l'augmentation de la glycémie par fuite donc de cette molécule au niveau du rein quand le seuil augmente au niveau du sang. Et là, chez l'enfant, on a plusieurs classes qui peuvent se voir, mais essentiellement le diabète de type 1, dans plus de 90% des cas. Et ce qu'on va donc détailler, et la physiopathologie, elle est tellement importante qu'on devra donc la détailler car la prise en charge est tributaire de cette dernière. L'intérêt, donc, c'est une endocrinopathie fréquente. L'ampleur du problème la rend un problème de santé publique. Ces 10 dernières années, on voit les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus atteints. L'éthiopathogénie est multifactorielle. Il y a l'environnement, il y a la génétique. Et on dit que cette maladie est grave car le pronostic vital peut être mis en jeu à court terme et à long terme par la survenue de complications dégénératives. Le traitement est lourd avec beaucoup de progrès ces 20 dernières années. Donc l'Organisation mondiale de santé classifie le diabète sucré en type 1, type 2, les autres types spécifiques et le diabète gestationnel. Et nous, on va s'intéresser au diabète de type 1 qui peut être auto-immun ou idiopathique. Pour l'éthiopathogénie, il y a des facteurs génétiques, donc démontrés par la récurrence de la maladie au sein de la même famille, surtout dans les jumeaux. Les facteurs environnementaux, notamment le rôle diabétogène des virus comme le Coxsackie, le CMV, le virus ourlien et le virus de la rubéole. Le stress psychique, il y a beaucoup d'enfants qui ont été diagnostiqués à l'arrivée à l'approche des examens. La désimmunité aussi est un élément très important avec afflux de cellules immunitaires type LT et synthèse des immunoglobulines, donc qui vont détruire le pancréas, à savoir les anticorps anti-insuline, les anti-GAD et aussi les anti cellules bêta et on aura une réaction inflammatoire car anticorps antigène va appeler par les médiateurs chimiques les cellules immunitaires et on aura une inflammation, ce qu'on appelle l'insulite. Et l'insulite, donc au bout de certains temps, qui est donc variable, aboutir à l'insulinopénie et donc à l'apparition des symptômes. Quel est le rôle de l'insuline et que se passe-t-il donc au niveau de l'organisme quand cette hormone est absente? C'est une hormone polypeptidique. Donc c'est une prohormone d'abord synthétisée sous forme de prohormone liée avec un peptide C, une molécule pour une molécule de peptide C. L'insuline est la seule hormone hypoglycémiante, antilipolytique. Donc elle stimule la synthèse hépatique du glycogène, elle inhibe la glycogénolyse et la néoglucogénèse, elle augmente la captation de glucose par les muscles en produisant donc via des signaux la formation des récepteurs donc GLUT pour faire pénétrer donc l'excès de glucose au niveau de la cellule et donc ce que se passe que donc en hypoinsulinémie ou bien en insulinopénie on aura l'effet inverse, donc on aura une hyperglycémie et une dégradation donc des corps lipédiques pour produire des corps cétoniques. Le diagnostic positif, on a plusieurs circonstances. On découvre dans 2% des cas de façon fortuite la maladie chez des enfants qui sont asymptomatiques. On a donc le tableau classique, c'est la triade, syndrome polyuropolydipsique, asthénie, amaigrissement, parfois la polyphagie et les douleurs abdominales. Dans 10 à 20% des cas, c'est des cas compliqués avec donc des cétoses et des acidocétoses révélatrices et parfois devant des symptômes atypiques comme un défaut de concentration à l'école, un mauvais rendement scolaire ou l'énurésie secondaire.
Sur le plan biologique, dès qu'on suspecte un diabète sucré, on doit réaliser une chimie urinaire et là on objective la glycosurie avec ou sans cétonurie. Et au niveau du sang, pour faire le diagnostic, on a donc deux méthodes. Soit on réalise deux glycémies à jeun qui sont supérieures à 1,26 g ou bien une glycémie supérieure à 2 grammes à n'importe quel moment de la journée. Les diagnostics différentiels, en fait, devant le syndrome polyuropolydipsique avec donc la triade classique, c'est un diabète sucré et c'est classique. Mais parfois, on a une hyperglycémie modérée sans corps cétonique. Et là, pensez au maudit. On sait que dans le maudit, il y a une insulinorésistance. Aussi, parfois, c'est des enfants qui se présentent devant par un tableau de syndrome polyuropolydipsique et ça s'avère que c'est un diabète insipide, donc par une carence en hormones antidiurétiques ou parfois une situation métabolique comme l'hypercalcémie, qu'elle soit primitive ou secondaire à une hyperparathyroïdie. Et aussi, parfois, devant une bandelette urinaire faite pour un autre motif, on trouve une glycosurie, mais avec une normoglycémie. Et quand c'est permanent, on pense à une tubulopathie simple, ce qu'on appelle le diabète rénal. Quelles sont les complications de la maladie? En fait, vous avez vu que le diagnostic est facile. L'hémoglobine glyquée HbA1c qui est utilisée pour diagnostiquer le diabète type 2, c'est pas le cas pour le diabète type 1. On l'utilise comme un marqueur d'évolution et pas pour un diagnostic. Les complications aiguës, donc je reprends, en dehors de l'hypoglycémie que je vais détailler quand on fait le chapitre traitement. On a d'abord l'hyperglycémie avec cétonurie, ce qu'on appelle la cétose diabétique, qui est aussi une forme classique de révélation. Elle est définie par une hyperglycémie qui dépasse 2 grammes 5, c'est l'équivalent de 14 millimoles par litre, sachant que 1 gramme de glucose, c'est 5,5 millimoles par litre. Les urines, donc on a une glycosurie, ça peut aller d'une croix à plusieurs croix, et la cétonurie également d'une croix à plusieurs croix. Donc la clinique, on a le tableau polyurie, polydipsie, fatigue, amaigrissement, mais aussi l'acétose, elle est caractérisée par son tableau pseudo-chirurgical. Donc il ne faut pas confondre ou négliger donc devant des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Comme vous pensez classiquement chez l'enfant à une appendicite aiguë, ça peut être aussi une situation médicale, une urgence médicale comme la cétose diabétique. La cétoacidose diabétique, c'est une étape un peu plus avancée. On va voir par définition c'est quoi. C'est une hyperglycémie qui dépasse 3 grammes par litre avec une acidose métabolique. Un pH artériel, donc inférieur à 7,30 avec des bicarbonates inférieurs à 15 milléquivalents par litre et on a une glycosurie massive avec une cétonurie. Maintenant, si l'enfant a un bon examen neurologique, on parle de cétoacidose. Dès qu'il altère son état neurologique, donc on fait les Glasgow Coma Scale, on a donc les premiers signes du coma, c'est l'obnubilation et on parle de coma cétoacidosique. Ça peut survenir, ça peut inaugurer le tableau et c'est un facteur d'aggravation car ça correspond en général à un œdème cérébral. Quelles sont les bases physiopathologiques? Il faut les apprendre, il faut les comprendre, car de cela va découler la prise en charge. On a une carence insulinique, on a vu pourquoi. Cette carence en insuline, on a vu quelles sont ses conséquences. Donc, c'est l'hyperglycémie avec l'absence de pénétration intracellulaire de glucose. Cette hyperglycémie, donc, est une situation de stress. Elle va donner donc plusieurs réponses. D'abord, le corps en situation de glycopénie relative, il va stimuler sa production donc de glucose à partir de la néoglucogénèse, à partir des acides aminés néoformateurs, et il va dégrader donc ces acides, donc ces lipides et ces acides gras pour produire des corps cétoniques qui sont initialement des corps énergétiques, mais quand leur taux dépasse un certain seuil, ils vont être neurotoxiques. Cette hyperglycémie aussi va augmenter l'osmolarité sanguine. Et donc, cette hyperglycémie va donner, dès que le seuil dépasse 1,8 g, c'est le seuil de réabsorption rénale de glucose, on va avoir une polyurie osmotique. Ça veut dire l'organisme il va éliminer du glucose avec donc de l'eau. Et donc, ça aboutit à une
déshydratation intracellulaire. Les corps cétoniques, leur accumulation va donner une acidose métabolique. L'acidose métabolique avec les corps cétoniques vont donner donc un symptôme, c'est les vomissements. Les vomissements vont aggraver la déshydratation. La déshydratation, donc on a une situation d'hypovolémie, on aura donc une réponse de l'organisme, c'est l'hyperaldostéronisme secondaire. On sait que l'aldostérone retient l'eau et le sodium contre la fuite du potassium, donc on aura une calliopinie relative. C'est très important de comprendre que même devant une normocalémie, on a une calliopinie car la callicité ou le pouls potassique dans l'organisme est très affaibli de par les vomissements et les fuites rénales. Si cette situation est méconnue, ça veut dire on passe à côté, ça va s'aggraver et elle ne va pas rentrer dans l'ordre toute seule et on va avoir l'aboutissement au coma cétoacétosique que je vous ai dit, ça signe l'œdème cérébral et parfois c'est un point de non-retour. La clinique donc de la cétoacidose diabétique, à côté de la triade classique d'un diabète sucré, on a cette polypnée. C'est un système tampon, le poumon va essayer d'éliminer l'excès d'acide, d'H+, en faisant une polypnée. Et donc, on aura une hypocapnie. Cette polypnée, elle est superficielle, type cosmol, et on dit classiquement, elle est synmatéria, ça veut dire c'est une polypnée sans râle à l'auscultation. On a une odeur acétonomique de la laine, c'est une odeur de pomme pourrie. On a un tableau digestif, nausées, vomissements, douleur abdominale, que je répète, ça peut faire parfois donc l'amalgame et errer le diagnostic en recherchant des urgences chirurgicales et ça fait perdre du temps. Donc, on a le tableau de déshydratation et parfois le choc hypovolémique à l'extrême et un examen neurologique qui peut être normal dans la cétoacidose diabétique et qui peut être perturbé dans le coma cétoacétosique. Et là, en général, on fait l'évaluation de l'examen neurologique par le score de Glasgow que vous connaissez tous. Il y a un Glasgow pédiatrique qui répond aux différentes habilités de l'enfant. L'enfant qui n'est pas en âge de répondre à une question, on va utiliser d'autres techniques d'expression pour évaluer, par exemple, son examen neurologique, la qualité du cri, la qualité du regard, le jeu aussi. Donc, la sévérité maintenant de l'acidocétose, elle est estimée sur le plan biologique en fonction du pH et donc des bicarbonates et aussi le type de déshydratation. Et on parle donc d'acidocétose sévère quand le pH est inférieur à 7,1 avec des bicarbonates inférieurs à 5 millimoles par litre et quand la déshydratation dépasse les 7%. Donc, on a vu les complications aiguës de la maladie. Maintenant, on va voir les complications chroniques qui surviennent à long terme. Et en général, c'est des complications dégénératives qui sont dues à cette hyperglycémie chronique. Et d'abord, l'organe noble qui peut être touché, on a l'œil, la vision. C'est que le diabète, ça constitue une cause non négligée de cécité, donc de par le monde. La rétinopathie, c'est la plus fréquente. Elle survient en général au bout de 10 à 15 ans d'évolution. On peut la retarder quand on suit très bien notre malade et que l'équilibre glycémique est donc établi chez ce patient. Et elle passe par différents stades. On a d'abord le stade de rétinopathie non proliférante. On va voir par la suite, donc sur l'image, on a des hémorragies, des microanévrismes, des exsudats, des anomalies des calibres au niveau des veines qui vont être engrainées avec un exsudat péривeineux. On a aussi une atteinte des artérioles et des anomalies des microvaisseaux en intrarétinien. Et à l'extrême, c'est le signe de croisement quand les artères deviennent régies. Là, vous voyez, ça c'est un fond d'œil. Ça, donc, vous voyez les différents vaisseaux qui passent. Et là, ça c'est des hémorragies, des petits exsudats qui survient au niveau donc de stade 1. Après, on va voir donc quand on laisse ce stade évoluer et le diabète reste toujours non équilibré, on passe au stade de rétinopathie proliférante. Et quand on dit prolifération, on va dire qu'il y aura un étirement de la rétine, donc un risque de décollement de la rétine, et c'est ça qui donne la cécité chez ces malades. Donc la rétinopathie proliférante, vu qu'il y a des zones de rétine qui sont souffrantes, qu'il y a une ischémie, il va y avoir une néovascularisation, une néoangiogénèse, et il y aura une prolifération fibreuse. C'est des vaisseaux qui ne sont pas normaux.
mais qui vont quand même assurer un certain degré d'oxygénation des cellules rétiniennes. Et là, ils vont exercer une certaine pression qui vont donner un décollement de la rétine et parfois vous avez une hémorragie au niveau de la vitrée. Et on a des œdèmes, des membranes qui commencent à se former, un exsudat plus important qui va maintenant se rapprocher de la macule et donc autre maculopathie. Et là, vous voyez, c'est un stade plus avancé par rapport au premier. Vous voyez beaucoup d'hémorragie et beaucoup de néovaisseaux, une arborisation qui n'est pas normale. Et ça précède le décollement de la rétine. Maintenant, on a vu donc les deux stades de rétinopathie diabétique. On va parler donc de l'atteinte rénale, qui aussi, on sait que l'insuffisance rénale chez les diabétiques, c'est une complication qui n'est pas négligeable et qui va alourdir le pronostic à long terme. La néphropathie est la plus grave des complications. L'insuffisance rénale terminale se développe chez 20 à 40% des patients, je répète, qui ne sont pas bien équilibrés. Et la néphropathie diabétique, elle est classée en 5 stades. Au début, le stade est asymptomatique, on a juste une hypertrophie avec une hyperfonction glomérulaire. Le stade 2, c'est le stade de clinique avec des lésions glomérulaires et histologiques mais sans microalbuminurie. Nous, en général, on fait le dépistage à partir où la microalbuminurie devient positive et détectée, donc par des dosages de microalbuminurie de 24 heures, c'est le stade 3. Et à ce moment-là, vous allez voir dans la prise en charge, on donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion pour préserver le capital néphrogénique. Le stade 4, c'est une néphropathie plus avancée avec une protéinurie permanente et l'hypertension artérielle peut aussi à ce moment-là se déclarer. Et le stade 5, c'est l'insuffisance rénale terminale où la clairance à la créatinine devient inférieure à 5 ml par 1,73 m² par minute et ça va donc aboutir à une épuration extra-rénale. On sait que pour dépister ces complications, on doit mesurer la microalbuminurie et la tension artérielle aux différents contrôles donc, et des visites des enfants suivis pour un diabète. Troisième grand chapitre de complications, c'est les complications neurologiques. La neuropathie diabétique, notamment la polynévrite des membres inférieurs, elle est constante après 10 ans d'évolution. Elle s'exprime par des troubles sensitifs et moteurs et des troubles trophiques. On a le mal perforant plantaire. C'est pour ça on va voir dans la prise en charge, l'entretien des membres inférieurs est très important. On fait parfois le dépistage grâce à un EMG, mais ce n'est pas de pratique courante. La neuropathie peut se manifester également par des troubles de fonctionnement donc du transit intestinal ou au niveau donc du contrôle vésical. C'est pour ça qu'on a 10 pensées devant une énurésie secondaire, un diabète et des troubles pupillaires. Je vous remercie.